Monsieur le Président du jury, professeur Camille Riquet, Messieurs les membres du jury, professeur Jean-Louis Soulty, professeur Maurice Thévenet et professeur François Lestan, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est avec joie que je vous présente aujourd'hui le fruit de mes recherches sur Marcel Jousse. Anthropologue français, jésuite, penseur original, il a proposé une vision dynamique de l'être humain. Né en 1886 et mort en 1961, il est surtout connu pour son anthropologie du geste qui se résume par la loi du mimétisme. Selon lui, l'être humain fonctionne grâce à un mécanisme mimétique fondamental qui est au cœur de nos processus d'apprentissage. Il développe cette intuition dès 1925 dans un ouvrage fondateur, Études de psychologie linguistique, le style oral rythmique et mnémotechnique chez les verbomoteurs. Il approfondit ensuite ses idées dans ses cours oraux jusqu'en 1957. Aujourd'hui encore, l'association Marcel Jousse fait connaître son œuvre. Le titre de ma thèse est « L'évangile de Yeshua dans l'œuvre de Marcel Jousse, application à l'organisational behavior ». Yeshua, c'est le nom de Jésus, translittéré de l'araméen. L'organisational behavior, c'est une branche des sciences de gestion. Elle étudie les comportements en entreprise et il n'existe pas de traduction idiomatique en français. Mon cheminement commence en juillet 2019. À cette époque, je découvre l'anthropologie du geste, synthèse posthume de l'œuvre de Jousse. Depuis cette lecture décisive, mes recherches ont évolué vers une thèse en théologie dogmatique à la croisée de l'anthropologie et du management, sous la direction des professeurs Soulty et Thévenet, autour de deux axes. La fonction de Yeshua dans l'œuvre de Marcel Jousse et la question de la bienveillance en management. Une rencontre m'a permis de clarifier encore mon angle en sciences de gestion, celle de Christian Delon, président de Galaxy Conseil et Formation et inventeur d'un outil appelé l'échelle des comportements. Avec lui, mon sujet s'est précisé. J'ai étudié les protocoles pédagogiques permettant de transmettre cette échelle en entreprise. C'est donc une contribution à la compréhension des comportements en entreprise que propose la partie de sciences de gestion de ma thèse, et plus précisément à ce que les anglo-saxons appellent l'organisational behavior. Je vous propose maintenant 3 étapes. Présenter la méthode utilisée pour construire cette thèse, résumer les résultats obtenus, ouvrir quelques perspectives pour la suite. Concernant le cheminement de ma thèse, que je compte vous présenter, j'ai d'abord constitué la bibliographie complète de Marcel Jousse. Ce travail m'a permis de définir le corpus de textes que j'allais étudier. Ensuite, j'ai mis en place une méthode de lecture riche qui intègre 3 dimensions, philologique, historique et géographique, pour aborder le corpus de la manière la plus précise possible. Enfin, pour la partie appliquée à l'entreprise, j'ai utilisé une méthode d'enquête spécifique entre observation de terrain et analyse bibliographique. Avant même de commencer à proprement parler ma recherche, j'ai réalisé un long travail préparatoire qui m'a permis de mettre en place la bibliographie. Concernant la bibliographie primaire, c'est-à-dire la liste des œuvres écrites de la main de Marcel Jousse, j'ai pu reconstituer une liste d'inédits plus riche que ce que je l'imaginais. J'ai aussi recensé toutes les éditions disponibles, notamment celles des cours oraux. Cela m'a permis de me rendre compte que les cours des années 1930 sont beaucoup mieux connus que ceux des années suivantes. À partir de là, j'ai défini mon corpus d'études en lien avec mon sujet, la fonction de Yeshua et Rabbi Yeshua dans l'œuvre de Marcel Jousse. J'ai choisi comme corpus principal les 12 années de cours donnés à l'école pratique des hautes études, à la Sorbonne, sur le milieu ethnique palestinien du 1er siècle. À cela, j'ai ajouté les mémoires des années 1940, qui synthétisent les résultats de ces 12 années de cours, et quelques textes de jeunesse comme les poèmes et un commentaire des exercices spirituels de saint Ignace, intitulé « Le christocentrisme ». Pour la bibliographie secondaire, comportant des articles ou des études sur l'œuvre de Marcel Jousse, j'ai été très sélective. Je n'ai gardé que les études universitaires solides, articles scientifiques, mémoires, ouvrages spécialisés. J'ai écarté les coupures de presse ou les livres mentionnant Jousse en note de bas de page une seule fois.
Ils témoignent certes de son influence, mais ne permettent pas d'évaluer la compréhension réelle de sa pensée par les auteurs. Une fois la bibliographie établie, j'ai mis en place une méthode de lecture rigoureuse. Elle s'appuie sur deux approches, l'une philologique centrée sur le texte, l'autre contextuelle plus proche du terrain, et consiste en une remise en perspective historique et géographique. Mon approche philologique repose sur une lecture diachronique de l'œuvre de mon auteur. Je suis partie d'une hypothèse simple. La pensée de Jousse s'est construite au fil du temps et de ses expériences. Autrement dit, il n'a pas pensé son œuvre en une seule fois. Les résultats que donne l'application de cette hypothèse la confirment, ainsi du sens de l'expression Rabbi Yeshua qui évolue sans que Jousse le fasse remarquer. En effet, j'ai montré que Marcel Jousse change de regard sur la figure de Rabbi Yeshua pendant ses 12 années d'enseignement à l'école pratique des hautes études. Au départ, Jousse voit Rabbi Yeshua comme un haut-parleur de l'invisible, à la manière des anciens nabis. C'est une conception instrumentale de Rabbi Yeshua qui revient à appliquer la notion scolastique de cause instrumentale à Rabbi Yeshua. Mais peu à peu, sa vision évolue. Il comprend Rabbi Yeshua comme un enseignant mimo-dramatique enraciné dans la tradition orale de son temps. Cette conception anthropologique de Rabbi Yeshua est le fruit de l'application de sa méthode anthropologique. Il la prenait depuis le début de son enseignement, mais ses implications ne mûrissent que peu à peu. Enfin, j'ai aussi pris le temps de vérifier toutes les sources citées par Jousse. Ce travail m'a réservé bien des surprises. Par exemple, j'ai lu un ouvrage du colonel Malou que Jousse cite très peu. Et pourtant, on retrouve de nombreuses intuitions joussiennes dans ce livre. Cela m'a permis de mieux comprendre une de ses phrases des années 1920, « Je n'ai rien inventé ». Alors que la densité de son premier ouvrage pourrait faire penser le contraire, j'ai compris qu'à cette époque, c'était effectivement vrai. Mais plus tard, grâce à la maturation de sa pensée, Jousse propose une vraie nouveauté, l'idée du mimisme associée au laboratoire de prise de conscience. À cette lecture philologique, j'ai ajouté une enquête complémentaire à la croisée de l'histoire et de la géographie. Au niveau historique, j'ai mené un travail d'archives conséquent. J'ai consulté les archives militaires de Vincennes, les archives jésuites de Vanves et Georgetown University à Washington DC, les archives diocésaines de Sées et Bayeux, les bibliothèques patrimoniales de Lyon et de l'Institut catholique de Paris, la bibliothèque de Fels, et bien sûr la bibliothèque de l'association Marcel Jousse. Il ne me manque que les archives du Quai d'Orsay à Nantes, inaccessibles pour cause d'inondation. Elles pourraient éclairer la mission diplomatique de Jousse aux États-Unis pendant la Première Guerre mondiale. Toujours est-il que ce travail m'a permis de mieux comprendre l'adage joussien. L'histoire de ma vie est l'histoire de mon œuvre, et l'histoire de mon œuvre est l'histoire de ma vie. En vérifiant point à point les éléments biographiques, j'ai gagné en assurance dans la compréhension de la maturation de la pensée de mon auteur. Côté géographie, j'ai voulu marcher sur les traces de Marcel Jousse. Je suis allée là où il a vécu, étudié, enseigné. De la Sarthe natale à Paris, ce sont mes 3 mois et demi aux États-Unis qui ont eu le plus d'impact sur ma recherche. Là-bas, j'ai pu retracer précisément les déplacements de Jousse pendant ces 18 mois de mission. Mais surtout, j'ai eu un déclic. En visitant le musée sur l'histoire des Noirs américains de Washington DC, j'ai vu un wagon de train datant de la fin de la Première Guerre mondiale. Il montrait la différence de confort des places entre noirs et blancs. Ce choc visuel m'a semblé trop fort pour qu'il laisse Marcel Jousse indifférent. Me posant cette question, j'ai effectivement trouvé des témoignages de la réaction de Marcel Jousse face à cette situation. Oui, Jousse a été bouleversé par cette injustice. La différence d'église pour les Noirs et les Blancs, ou l'incompréhension des populations autochtones par les Blancs soi-disant civilisés, selon l'expression de la princesse indienne Zit Kalasa. Et c'est en réaction à cette violence culturelle, venant s'ajouter à la violence de la guerre qu'il a vécue dans les tranchées, qu'il a choisi de se consacrer à l'étude de l'être humain, à ce qui, malgré les différences, nous relie tous. Pour la partie en sciences de gestion, la définition de la méthodologie s'est déroulée en 2 temps. Une première étape centrée sur la bienveillance et une seconde sur la notion de comportement. La première étape a été constituée d'une série d'entretiens sur la bienveillance, une 12aine menée auprès d'acteurs du monde de l'entreprise. Leur but, explorer le thème de la bienveillance en entreprise.
Ce thème venait d'un projet concret, un travail réalisé dans le cadre du diplôme universitaire de la chaire Entreprise et Biens communs, en partenariat avec l'entreprise Grant Thornton. Mon idée de départ consistait à croiser anthropologie et management à partir de cette notion de bienveillance. Mais très vite, 2 constats se sont imposés. Le peu d'intérêt pour ce thème chez les personnes interrogées. La bienveillance est un mot qui manque de consistance. Disons qu'il renferme une dose de bonne intention anthropophile, difficilement applicable dans un quotidien tendu par des nécessités de résultats économiques. Et surtout, presque aucune trace de la bienveillance dans l'œuvre de Marcel Jousse. J'ai donc compris qu'il fallait élargir mon sujet. La seconde étape a commencé par la rencontre avec Christian Delon, inventeur de l'outil appelé l'échelle des comportements, grâce au conseil du DRH d'Equans, interviewé sur la notion de bienveillance. Cette rencontre a été décisive. Il m'a invité à 2 sessions de formation intitulées « Être acteur de progrès par son comportement ». Chaque session avait un protocole différent. Et j'ai pu interviewer 5 praticiens de l'échelle dans leur entreprise, en plus des participants aux sessions. C'est à partir de cette expérience de terrain comportant les formations, les entretiens et l'observation pratique que j'ai pu formuler mes analyses en m'appuyant sur 2 sources bibliographiques, le cadre conceptuel de Marcel Jousse et le corpus scientifique de l'Organizational Behavior, la branche des sciences de gestion qui étudie les comportements humains en entreprise. Ce croisement entre expériences vécues, concepts anthropologiques et pratiques managériales a donné toute sa richesse à ma démarche. À partir de maintenant, je vous propose que nous nous arrêtions sur les thèses de ma thèse. Mon travail a permis de mettre en lumière plusieurs points. Tout d'abord, une thèse théologique, à savoir la fonction spirituelle de Yeshua dans l'œuvre de Marcel Jousse. Deuxièmement, j'ai aussi proposé une application concrète de cette recherche dans le monde de l'entreprise en m'intéressant à la notion de comportement. Troisièmement, c'est ce lien entre recherche fondamentale et réalité d'aujourd'hui qui contient toute l'actualité de la thèse. C'est là que réside tout l'intérêt du projet, qui repose sur un point central de l'anthropologie du Jousse, le besoin humain d'exemple. C'est sur chacun de ces points que je vais m'arrêter pour mieux saisir la pertinence de ce fil rouge entre théologie, anthropologie et entreprise. La thèse théologique de ma thèse est démontrée dans les 2 parties centrales de mon manuscrit. Elles suivent un ordre d'exposition qui repose sur une distinction que j'ai posée pour les besoins de l'exercice. D'un côté, la fonction de Yeshua dans l'anthropologie de Marcel Jousse, de l'autre, la fonction de Rabbi Yeshua telle qu'il l'évoque dans ses cours oraux. En effet, dans les années 1930, il parle surtout de Rabbi Yeshua, mais à partir des années 1940, un tournant s'opère. Il commence à parler simplement de Yeshua. Il applique alors véritablement sa propre méthode anthropologique à la compréhension de cette figure spirituelle. Jamais Jousse ne s'explique de cette inflexion que nous avons exploitée dans notre exposé. La deuxième partie de ma thèse met en valeur les 3 fonctions majeures de Yeshua dans sa pensée. Premièrement, une fonction spirituelle. La place de Yeshua dans l'œuvre de Jousse est ainsi analogue à la place de Jésus dans la pratique des exercices spirituels de saint Ignace, durant lesquels le retraitant est invité à se mettre en présence de Jésus. Autrement dit, comme Yeshua est toujours présent spirituellement au cœur de Jousse, Yeshua est toujours spirituellement présent dans l'œuvre de Jousse. Un peu à la manière dont l'Évangile dit « Ce qui sort par la bouche vient du trop-plein du cœur ». Deuxièmement, une fonction cosmologique dans laquelle Yeshua tient une place centrale dans l'univers. C'est une idée ancienne, très répandue à la fin du XIXe siècle. Jousse la reprend dans un inédit intitulé « Le christocentrisme ». Et même s'il n'en parle plus explicitement par la suite, elle reste en toile de fond de son anthropologie. C'est en tout cas la conclusion de notre démonstration. Enfin, une fonction mimismologique, c'est-à-dire imitative. Yeshua devient ici le vérificateur vivant de la loi du mimisme. Il a vécu cette loi en tant que rabbi de son temps et il a invité ses disciples à l'imiter. Cette fonction est anthropologique et place Yeshua en exemple par excellence d'une humanité réussie.
J'ai ensuite étudié plus précisément l'hypothèse Rabbi Yeshua dans la troisième partie. Elle est selon moi la réponse de Jousse à la crise moderniste. Cette crise, qui a secoué l'Église depuis la fin du XIXe siècle, vient de l'entrée des sciences humaines dans l'étude des textes bibliques. Cela a remis en question l'authenticité des textes bibliques et des paroles de Jésus. Mais Jousse apporte une réponse originale. Par son approche ethnographique, il montre que ces problèmes n'ont pas lieu d'être si l'on comprend que l'Évangile a été transmis dans un milieu de style oral. Sa théorie du style oral est la réponse à cette crise en 1925, puis dans les années 1930, il va plus loin. Il propose l'hypothèse Rabbi Yeshua qui englobe la précédente. Car Jésus, en bon rabbi, enseignait selon les règles pédagogiques de son temps, donc les règles d'un milieu de style oral. C'est une hypothèse forte, mais peu démontrée. Seul le travail du rabbin Klausner, cité par Jousse, va dans ce sens, mais c'est là que la fonction spirituelle reprend le dessus. Jousse ne se sent pas le besoin de démontrer son hypothèse, il se contente de faire sentir sa pertinence. Arrêtons-nous à présent sur l'application à l'organisational behavior. Le corollaire de ma recherche théologique, qui met en lumière la fonction spirituelle de Yeshua dans l'œuvre de Marcel Jousse, est l'autonomie de sa pensée anthropologique et pédagogique. C'est justement cet aspect de la pensée de Marcel Jousse, anthropologique et pédagogique donc, que j'ai appliqué au monde de l'entreprise. J'ai étudié les protocoles pédagogiques liés à la transmission de ce qu'on appelle l'échelle des comportements. Cette échelle hiérarchise différents comportements relativement standards chez tout individu face à un problème. C'est à partir de cette montée dans l'échelle que vont pouvoir être élaborées des solutions. Tout d'abord, en bas de la figure que vous trouverez dans le syllabus, on trouve des comportements orientés problème. Premièrement, ignorer, deuxièmement, nier, troisièmement, accuser et quatrièmement, se justifier. Ensuite, vous trouverez le point de bascule entre le problème et sa résolution, qui est l'étape de voir et assumer la situation. En haut, ce sont des comportements orientés solution, pallier, analyser, puis capitaliser ou corriger, et enfin, imaginer de nouvelles solutions. Aujourd'hui, le levier principal qui permet la transmission de cette échelle est l'exemplarité. Des managers utilisant cet outil convainquent leurs collaborateurs de l'adopter comme grille d'analyse. C'est ce qui s'est passé pour une jeune cadre, Amandine, travaillant dans une entreprise de recherche en biologie agricole. Elle se souvient avoir toujours entendu parler de l'échelle car son ancien responsable l'utilisait à chaque fois qu'une difficulté surgissait. Pour elle, cet outil a vraiment pris sens lorsqu'elle lui a permis de relire la résolution d'un conflit qui avait éclaté entre elle et une technicienne embauchée pour faire de l'évaluation en agronomie. Le problème était double. Amandine refusait de voir que la technicienne n'avait jamais vraiment été intégrée à l'équipe et n'avait en conséquence pas les informations nécessaires. Et de l'autre côté, la technicienne niait, pour reprendre les termes de l'échelle, qu'elle n'avait pas encore les compétences attendues pour la réalisation des tâches demandées. Cette situation s'est envenimée avec l'accusation d'incompétence d'Amandine envers la technicienne. C'est l'intervention du supérieur hiérarchique qui a obligé Amandine à revoir sa position, un peu contrainte au début. En discutant, l'équipe a découvert que la jeune technicienne était très à l'aise avec certaines machines, notamment une très coûteuse qui dormait dans un coin, car personne n'avait pris le temps de l'utiliser. L'équipe a donc décidé de miser sur cette compétence. Elle est rapidement devenue experte de cette machine. L'équipe a même intégré son usage dans les protocoles en R&D. Les résultats ont été notables car les performances de l'équipe et de l'entreprise se sont améliorées. Les deux femmes ont ainsi pu travailler ensemble. Si on revient à notre échelle, c'est un processus collectif de basculement d'attitude qui a permis de passer de l'ignorance et de la négation du problème à l'imagination de solutions nouvelles et atteindre la résolution de ce conflit. De cette situation, nous retenons que l'échelle est un outil extrêmement puissant. Elle permet la résolution de problèmes en invitant à passer le point de bascule et à trouver de nouvelles solutions aux problèmes. C'est également un bon outil de décryptage de situations a posteriori. C'est l'expérience de la résolution collective qui permet de prendre la mesure de l'efficacité de cette grille de lecture. Or, lors des sessions de formation, j'ai remarqué que cet outil était difficile à s'approprier par les participants, hors d'un contexte de mise en pratique d'actions collectives.
C'est pourquoi, pour transmettre l'échelle plus en profondeur de manière individuelle, j'ai suggéré à l'entreprise Galaxy Conseil, dont le directeur Jérôme Delon est présent parmi nous, la mise en place d'un protocole pédagogique qui permette d'expérimenter l'action collective positive et constructive, par exemple via un escape game ou un autre jeu de résolution d'enquête en équipe. Sur le plan fondamental, j'ai montré que l'anthropologie dynamique de Marcel Jousse apporte une vision intéressante à la littérature de l'organisational behavior. Pour Jousse, un comportement n'est pas juste un acte isolé, c'est un ensemble de gestes qui positionnent le corps dans une posture donnée, une posture qui exprime un état intérieur. Prenons par exemple le barreau central de l'échelle, voir et assumer. Cette posture corporelle est dynamique et ouvre à la résolution d'un problème par l'acceptation de son existence. Plus largement, mon travail d'observation m'a obligé à relativiser l'importance absolue donnée à l'échelle des comportements. J'ai remarqué qu'elle est transmise au sein d'une triade d'outils qui fonctionnent bien ensemble pour analyser et améliorer l'action dans l'entreprise. Ces outils sont la dynamique de la réussite ou échelle de la perception. Elle est centrée sur la connaissance de soi, l'échelle des comportements qui analyse l'agir individuel et la dynamique de la confiance qui étudie l'agir collectif. En partant de l'hypothèse qu'aucun des outils proposés n'est un absolu, j'ai modélisé une grille d'analyse permettant la synergie entre ces trois outils ou d'autres similaires couvrant l'analyse de la connaissance de soi, l'agir individuel et l'agir collectif, et je l'ai appelé le télescope managérial. Arrêtons-nous à présent sur le passage de la théologie aux sciences de gestion. Mon travail propose une synthèse de la lecture critique que j'ai faite d'un corpus important. Les thèses que je présente sont donc le fruit d'une construction que j'ai justifiée en présentant les extraits de l'œuvre de Jousse, leurs sources et les éléments du contexte théologique de l'époque qui appuient mes propos. Une des conclusions majeures de cette enquête théologique, c'est l'autonomie de la pensée anthropologique et pédagogique de Jousse par rapport à la place spirituelle de Yeshua dans son œuvre. Ce corollaire de mon enquête théologique demande à être un peu approfondi afin de comprendre l'intérêt de la partie de sciences de gestion par rapport aux deux parties de théologie. Dans la 4e partie de ma thèse, j'ai en effet vérifié par l'application au monde de l'entreprise l'autonomie de la dimension anthropologique et pédagogique de l'œuvre de Jousse. C'est ce que Titus Jacquignon appelle dénoyauter l'œuvre de Jousse de l'hypothèse Yeshua et Rabbi Yeshua, c'est-à-dire en extraire la structure anthropologique indépendamment de son noyau théologique. C'est un point important, car Feu Edgar Sinart, ancien président de l'association Marcel Jousse, m'avait communiqué explicitement son intérêt pour mon travail par rapport à cette hypothèse de Titus Jacquignon. Ce point est maintenant démontré dans les deux parties centrales de ma thèse et vérifié dans la 4e et dernière partie. Le cœur de ma thèse, finalement, se joue autour d'une notion, l'exemplarité. Cette notion est apparue comme centrale aussi bien dans l'anthropologie de Jousse que dans l'usage de l'échelle des comportements en entreprise. Aujourd'hui, aucun protocole pédagogique ne permet réellement de transmettre l'échelle des comportements de façon vivante, mais ce qui fonctionne, ce qui convainc, ce qui transmet, c'est l'exemple. Ce sont des managers qui utilisent cette échelle, qui l'incarnent et qui, par leur attitude, donnent envie à leurs collaborateurs de s'en servir à leur tour. Et cette idée d'exemplarité, Jousse l'avait déjà explorée. Pour lui, la figure de Yeshua, le Messia, correspond à un besoin profondément humain, celui de suivre un exemple. Il cite d'ailleurs ce moment de l'Exode où le peuple demande à Aaron « Fabrique-nous des dieux qui marchent devant nous ». Ce besoin d'un modèle, d'un guide, est pour Jousse un moteur fondamental. Et c'est précisément ce que la figure spirituelle de Yeshua vient combler, une figure qui reste pour Jousse toujours présente, toujours vivante, et qui continue à inspirer l'action humaine. Voilà pourquoi, dans un contexte laïque ou professionnel, la dynamique anthropologique de Jousse reste pertinente, parce qu'elle parle de ce qui fait l'homme en profondeur, le besoin d'imiter, d'incarner, de transmettre par l'exemple. Après ce travail de longue haleine, 3 perspectives principales s'ouvrent désormais à moi. Dans l'enseignement, de la théologie à l'université à la formation des catéchistes, en passant par la FHR pour les collégiens, formation humaine et religieuse, le management, dans le cadre de l'équipe pastorale d'un groupe scolaire de l'enseignement catholique, mais surtout la recherche. En effet, les 2 axes de recherche de ma thèse vont continuer à me mobiliser.
D'un côté, les études joussiennes. Je souhaite valoriser les recherches menées pendant ces années, d'autant que j'ai collecté beaucoup plus de matière que ce que le cadre académique me permettait d'exploiter. Il me reste de nombreux documents à analyser. Je m'investirai aussi dans le comité scientifique de l'association Marcel Jousse, notamment dans le groupe de travail chargé de l'édition des cours oraux. Ces cours, sténotypés puis dactylographiés, sont à notre disposition sous forme de polycopiés scannés. J'ai un intérêt tout particulier pour les 12 années de cours aux hautes études, qui constituent le corpus principal de ma thèse, et je m'impliquerai désormais pour qu'ils soient édités. De l'autre côté, les sciences des gestions, je suis mobilisée par un projet d'écriture autour des paradoxes du manager. Ce sujet, puisant dans l'exemple de la vie de l'anglais Thomas More, suscite mon intérêt à l'heure actuelle. Arrivé à la fin de cette présentation de mon travail de recherche, je propose de conclure. En guise de synthèse, je dégage deux fonctions principales de Yeshua et Rabbi Yeshua dans l'œuvre de Marcel Jousse, la fonction spirituelle qui englobe la fonction cosmologique et la fonction anthropologique ou mimismologique qui place Yeshua en exemple d'humanité. Je souhaiterais également mettre en avant ce que ma thèse apporte grâce à sa double approche en théologie et sciences de gestion, en disant tout d'abord que le trait d'union entre nos deux angles d'approche s'enracine dans l'humain et son fonctionnement fondamental, puis en soulevant le fait que ce combo original nous a permis d'expliciter un pendant à la loi du mimisme de Marcel Jousse qui consiste en la nécessité anthropologique d'exemples vivants qui incarnent ce que l'on imite. Mais ce travail ne se limite pas à un contenu, il a été rendu possible par un contexte humain porteur. C'est pourquoi je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont rendu ce travail possible. Du côté professionnel, je veux souligner la confiance d'Émilie Tardivelle et de Maurice Thévenet. Sans leur soutien, je n'aurais pas eu la possibilité de me consacrer pleinement à cette recherche pendant 3 ans. Du côté personnel, je veux exprimer ma reconnaissance envers ma famille et mes amis, dont plusieurs sont là aujourd'hui. Leur présence, leur écoute et leur soutien m'ont permis d'affronter avec constance, parfois avec humour, l'aridité du travail de recherche, ce long chemin de solitude et de concentration. Merci chaleureusement à tous pour votre attention. Merci à vous. Madame Florence Louvet, vous êtes étudiante inscrite régulièrement au programme d'études doctorales du Théologicum, faculté de théologie et sciences religieuses de l'Institut de Paris. Vous avez satisfait à tous les examens prescrits. Vous avez été reçu selon les suffrages légitimement exprimés par les examinateurs et vous avez soutenu publiquement une thèse sur le sujet suivant: l'évangile de Yeshua dans l'œuvre de Marcel Jousse, application à l'organisation européenne. Au terme de sa délibération souveraine, le jury du Théologicum, faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Institut catholique de Paris, conformément aux statuts et règles de la Constitution Veritatis Gaudium, vous proclame et vous déclare docteur en théologie avec la mention summa cum laude. Oh, pardon. Latin, c'est où? Latratus, je ne sais pas. Très bien. Magna cum laude, alors j'ai mis en français et en latin. Le titre de docteur en théologie ne sera conféré de plein droit qu'après publication partielle ou intégrale de la thèse. Le candidat peut porter le titre de docteur designatus dans l'attente de l'émission officielle des lettres testimoniales. Et quelques recommandations que nous vous donnons pour la publication, c'est que, outre le volet de la thèse portant sur la science de gestion, et là, pour les certaines de Grand Conseil, la partie centrale, amendée et peut-être réinvestie sous la forme d'un questionnement entre anthropologie et théologie, est appelée par nos voeux à la publication. Je vous remercie. Un très grand merci, professeur, pour ces résultats. Je suis très honorée de la mention que vous m'accordez et du grade de docteur dont j'essaierai d'être digne pour servir la recherche de la vérité dans l'Église.